Bien, on laisse passer le grésillement, on laisse passer aussi la colère très légère que j'ai parce que ça fait 6 fois que je recommence cette vidéo. Je me suis trompé dans mon PowerPoint, j'avais laissé des erreurs que je n'avais pas corrigées. En parlant, je me suis trompé plusieurs fois, il a fallu que je recommence. Et en plus, mon ordinateur a planté, il s'est directement éteint à 2 diapositives de la fin. Fort heureusement, nous allons faire quelque chose d'agréable puisqu'il s'agit de grammaire. Et en particulier, nous allons voir la vidéo numéro 6 du minimum de survie grammaticale qui concerne les pronoms personnels. Et je vais commencer par vous donner un petit plan de la vidéo avec le code couleur qui correspond. Alors ce code couleur, c'est au cas où je n'aurais pas mis le minutage dans la description au-dessous de la vidéo. Vous savez que quand vous bougez le curseur sur YouTube, vous avez une miniature qui apparaît et ça vous permet de trouver très rapidement une image dans la vidéo. Peut-être que vous pouvez utiliser ce système-là, on va voir. Alors, notre vidéo concerne les pronoms personnels et dans les pronoms personnels, il y a ce qu'on appelle les formes toniques. Premier groupe de pronoms personnels. Dans ce groupe, vous allez trouver les pronoms sujets et les pronoms compléments après préposition. On change de couleur pour passer aux formes atones. Et dans les formes atones, vous avez les pronoms compléments d'objet direct. On verra comment les identifier. Il y a les pronoms compléments d'objet indirect. On verra également comment les identifier. Et nous terminerons, si j'arrive au bout de cette vidéo, nous terminerons par les pronoms réfléchis. Donc commençons tout de suite nos pronoms personnels par les formes toniques. Il faut apprendre à les reconnaître et à les distinguer. Les formes toniques, c'est très simple, si jamais un professeur d'espagnol vous en parle, il s'agit des pronoms sujets ou des pronoms qui se trouvent après une préposition. Donc j'aurais pu faire très simplement forme tonique égale sujet ou après préposition. Nous avons ensuite les formes atones et elles, il y en a 3. Vous avez des pronoms compléments d'objet direct, COD, des pronoms compléments d'objet indirect, COI, et des pronoms réfléchis. Donc 3 catégories, j'aurais pu faire les formes atones égales, COD, COI ou réfléchis. Une fois que ces 2 groupes ont été bien déterminés, on peut passer à la suite. Et on commence par les pronoms sujets. Je vais vous donner la liste des pronoms sujets au singulier tout d'abord et la liste des pronoms sujets au pluriel ensuite. Alors déjà, j'attire votre attention sur le fait que l'orthographe joue son rôle. Ici, si vous oubliez l'accent écrit, vous n'avez plus le pronom sujet toi, vous avez un possessif qui signifie ton ou ta. Ton livre, ta feuille, par exemple. Donc, n'oubliez pas cet accent écrit. Même chose ici et encore plus important parce que vous allez l'utiliser plus souvent. Si vous mettez un accent, elle signifie lui. Si vous oubliez l'accent, vous changez vraiment beaucoup les choses. Pour juste un petit trait, vous changez beaucoup les choses parce que elle, c'est l'article défini masculin singulier, le. Donc, attention à ça. La liste que vous avez, c'est yo, tu, elle, ella, usted, qui est un cas un petit peu à part dont on parlera plus tard, nosotros masculin, nosotras féminin, vosotros masculin, vosotras féminin, ellos, ellas et ustedes, qui est un cas un petit peu à part dont je parlerai après. J'attire votre attention sur cette première lettre parce que j'ai souvent des fautes à ce niveau-là. Beaucoup d'élèves confondent le V qui se trouve ici et le N qui se trouve là. Pourtant, il n'y a pas d'erreur possible puisque ce N ici est le même que dans nous, tout comme le V qui se trouve ici se retrouve ici en espagnol. J'attire ensuite votre attention sur le fait que yo se traduit par moi, tu, toi, elle, lui, etc., etc. Donc faites attention, ça n'est pas je, tu, il, elle. Il s'agit ici de pronoms sujets facultatifs non obligatoires. Attention à ça. Pourquoi? Eh bien, on va parler de je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle en espagnol et on va en parler pour ne plus jamais en parler. Tout simplement parce qu'il n'existe pas
en espagnol. Effectivement, en français, ils sont indispensables parce que si l'on supprime les pronoms sujets, on risque de faire des confusions avec le verbe, parce que souvent les verbes vont se conjuguer de la même façon à plusieurs personnes différentes. Exemple, si je prends le verbe manger en français et que j'enlève je, tu, il, elle, ça donne mange, 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 mangeons, manger, mange. Il y a 4 formes qui se prononcent exactement de la même façon. Donc je, tu, il, elle sont indispensables en français. En espagnol, ça n'est pas nécessaire puisque toutes les formes sont différentes. Par exemple, le verbe manger qui se dit comer, si je le conjugue au présent d'indicatif, vous verrez que toutes les formes sont différentes. Como, comes, come, comemos, comeis, comen. Donc pas besoin de pronom sujet obligatoire devant. La terminaison dans ce cas-là indique la personne. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi se répéter? Enfin, on va quand même le relire. En général, le pronom sujet n'est pas utilisé car on peut reconnaître la personne grâce à la terminaison du verbe. Et effectivement, ces pronoms sujets sont facultatifs, ils ne sont pas obligatoires. Alors, à quoi servent-ils? Eh bien, ils vont servir à éviter des confusions entre plusieurs personnes, parce que ça peut arriver en espagnol malgré tout, et ils vont aussi être utilisés pour insister sur le sujet. Alors, exemple. Si je vous donne le verbe cantar, chanter, à l'imparfait, et que je vous demande de traduire cette forme-là, cantava, eh bien, vous allez avoir quelques doutes. J'espère que vous allez me demander quelle est la personne, ou que vous allez me proposer plusieurs solutions. Parce que cantava, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire je chantais? Est-ce que ça veut dire elle chantait? Est-ce que ça veut dire il chantait? Ou est-ce que ça veut dire vous chantiez? Donc vous voyez que dans ce cas-là, si vous voulez dire je chantais, vous allez être obligé de prendre yo et de le placer devant cantava. Yo cantava, moi je chantais, pour éviter des confusions avec d'autres possibilités. Ensuite, ces deux phrases-là, ont apparemment le même sens, mais il y a quand même une légère nuance, ce qui fait qu'au lieu de mettre le signe égal entre les deux, j'ai mis ce signe-là pour bien montrer que ces phrases ont à peu près le même sens, mais avec des différences, et vous verrez que selon la phrase que vous utilisez, vous pouvez être insultant ou pas. Vous avez le droit de dire « soy inteligente », je suis intelligent. Pourquoi pas, ça ne pose aucun problème à personne, vous dites « je suis intelligent ». Par contre, si vous dites « yo soy inteligente », là vous êtes en train d'insister sur le « yo ». Vous pouvez constater d'ailleurs que vocalement je l'ai fait, oralement je l'ai fait, puisque je l'ai prononcé plus fort, j'ai fait une petite pause après pour le mettre en relief. Yo soy inteligente. Et cette phrase-là devient insultante parce que, en insistant sur le yo, vous êtes en train de sous-entendre que vous êtes intelligent, moi, je suis intelligent, sous-entendu, pas les autres. C'est là que la phrase commence à être un petit peu insultante. Et peut-être fausse. Ensuite, on va s'intéresser à vosotros, ici, qui se trouve là. Je vais vous lire cette ligne-là, où il y a l'expression tutoiement collectif. Je vais la lire plusieurs fois afin que vous fassiez attention à ces deux mots-là, tutoiement collectif. Et d'ailleurs, si je suis en train de répéter plusieurs fois tutoiement collectif, c'est pour que vous y fassiez bien attention. Et je vais relire cette phrase-là avec tutoiement collectif, avec un petit silence après, pour que vous réfléchissiez au sens de cette expression. Vosotros est un tutoiement collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez un tutoiement individuel ici. Vous vous adressez à une seule personne que vous tutoyez. Bien. Eh bien, quand vous utilisez vosotros, vous vous adressez à plusieurs personnes que vous tutoyez. En français, on ne fait pas la différence entre les deux, puisqu'on a le même pronom sujet vous, que l'on s'adresse à des personnes que l'on vous voit ou que l'on s'adresse à des personnes que l'on tutoie. En espagnol, on fait la différence. Par exemple, ici, vous voyez, c'est toi
au pluriel. Vosotros, c'est toi au pluriel. Vosotros, ça pourrait être égal à tout, plus tout, plus tout. C'est-à-dire que vous allez utiliser vosotros lorsque vous adressez à un groupe que vous tutoyez. Par exemple, moi, je tutoie tous mes élèves dans une classe, et quand je m'adresse à tous mes élèves en groupe, je vais utiliser vosotros. Par contre, vous allez en salle des profs, vous vous adressez à l'ensemble de vos enseignants, et à ce moment-là, vous allez utiliser ustedes, qui se trouve ici, et qui correspond à la forme de politesse. D'accord ? Mais, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une deuxième personne du pluriel comme en français, c'est une troisième personne du pluriel si vous vous adressez à plusieurs professeurs, et troisième personne du singulier si vous vous adressez à un seul professeur. Donc attention, en espagnol, vous avez deux traductions pour vous, un vous de tutoiement, vosotros, vosotras, un vous de politesse, ustedes, qui s'utilise avec une troisième personne. Donc c'est ce que je répète dans ce petit encadré ici, les formes de politesse usted et ustedes sont des troisièmes personnes. J'ai mis un point d'exclamation pour montrer qu'il fallait bien y faire attention. Si vous dites usted es el presidente, ça signifie vous, vous êtes le président. Vous voyez qu'en français, les deux vous n'ont pas le même statut. Celui-là est suivi d'une virgule, ce qui veut dire qu'il est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre. Si je le supprime, ma phrase espagnole deviendra es el presidente. Voilà donc pour ces pronoms sujets. Les pronoms compléments après préposition. Je vais vous donner le singulier et je vais vous donner ensuite le pluriel. Alors je vous lis la liste. Mi, ti, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Et vous allez me dire, bon, pas de problème, c'est la même liste que précédemment. Oui, pas tout à fait. Vous voyez qu'ici, il y a deux pronoms compléments qui sont soulignés, parce que effectivement, cette liste-là est la même que pour les pronoms sujets, sauf ces deux premières personnes. C'est la seule différence. Donc c'est quand même plus facile à apprendre. Ceci étant dit, n'oubliez pas l'accent écrit ici, parce que si vous oubliez l'accent, ça ne signifie plus moi après une préposition, ça signifie mon ou ma. Mon stylo, ma feuille, par exemple. Donc attention à ça. Je vous ai mis ici la liste des prépositions que vous pouvez utiliser ou trouver assez facilement avec des points de suspension parce que la liste n'est pas complète. Donc vous avez a qui signifie à, bajo qui signifie sous, con, je ne vous donne pas la traduction, en général vous la retenez parfaitement, contra qui signifie contre, de qui signifie de, la plupart du temps, restons prudents, en qui signifie en ou dedans, la plupart du temps, ça c'est de l'espagnol, on prononce bien le E final, entre qui signifie entre, excepto qui signifie excepté ou sauf, hacia qui signifie vers, hasta jusqu'à, para qui signifie pour et por qui signifie par. Je fais une petite pause à ce niveau-là. Faites attention, beaucoup d'élèves sont tentés de traduire par avec un mot espagnol qui commence par les deux mêmes lettres ici, enfin les trois mêmes lettres ici. Ne fonctionnez pas comme ça, fonctionnez au nombre de lettres. Par s'écrit avec une, deux, trois lettres. Traduisez-le avec trois lettres. Por, une, deux, trois. Même chose avec pour. Vous avez une, deux, trois, quatre lettres. Traduisez avec quatre lettres. Para, une, deux, trois, quatre. Vous éviterez ainsi beaucoup d'erreurs. Attention, hein, ce n'est pas une règle de grammaire ce que je viens de dire. C'est simplement une astuce. La règle de grammaire est plus compliquée, mais si vous appliquez cette astuce, dans 80% des cas, vous aurez juste. C'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez según, qui signifie selon ou d'après, que je vous recommande de connaître parce que vous pouvez l'utiliser très facilement pour dire d'après le document, selon l'auteur, d'après ce personnage, selon telle personne, etc., etc. Ensuite, vous avez sin qui signifie sans, sobre, on prononce bien le E final, sobre qui signifie sur, et plein de choses qui seraient à apprendre par cœur. Il y a quand même un petit problème, une petite irrégularité. Faites attention avec mi et ti.
Parce que lorsqu'il se trouve après la préposition con, que vous connaissez bien, eh bien il y a une espèce de fusion-transformation. Vous devez coller con, mi, vous supprimez l'accent qui se trouvait là à l'origine et vous rajoutez les lettres G, O. Je vous conseille quand vous lisez ce mot-là de faire une petite pause entre le N et le M pour faciliter la prononciation. Con, migo. Et vous avez le même phénomène avec ti. Vous avez une fusion, con, ti, et un rajout, ici, go. Même chose, faites une petite pause entre le N et le T, con, ti, go, pour réussir à le prononcer facilement. Bien. Alors ensuite, on va voir les formes atones et on a changé de couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que les formes atones? Alors, il y a une petite erreur dans ma formulation, quelque chose qui n'est pas très précis, mais je vais vous l'expliquer en détail. Il s'agit de remplacer des compléments d'objets directs, COD, ou des compléments d'objets indirects, COI. Oui, pronom, ça veut dire mis à la place d'un nom. Donc, vous pouvez avoir des pronoms COD ou des pronoms COI. Et vous pouvez avoir également des pronoms réfléchis. Alors, il ne s'agit pas de remplacer des pronoms réfléchis, il y a des pronoms compléments d'objet direct, des pronoms compléments d'objet indirect et des réfléchis. La formulation est assez maladroite, mais comme c'est la xème erreur que je trouve dans ma vidéo, dans mon PowerPoint, je ne vais pas refaire la phrase ici, je corrigerai après. Alors, comment identifier les COD et les COI? Parce que vous allez voir que c'est vraiment très important. Eh bien, quand vous pouvez poser la question qui ou la question quoi après le verbe, vous avez affaire à un COD. Quand vous pouvez poser les questions à qui, à quoi après un verbe, vous avez un COI, complément d'objet indirect. Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Vous allez le comprendre dans des phrases comme celle-là. Si vous dites « je le vois » et que vous devez traduire ce « le », vous avez intérêt à savoir si c'est un COD ou un COI. Donc, si cette phrase-là peut être la réponse à la question « je vois qui », c'est un COD. De même que quand vous dites « je lui parle », pour traduire « lui », vous devez savoir si c'est un COD ou un COI. Et pour le savoir, c'est simple, si votre phrase peut répondre à la question « je parle à qui », vous avez affaire à un COI. Ensuite, on va faire un petit entraînement. Là, par exemple, en français. Par exemple, si je vous donne la phrase « nous les voyons ». Les, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un pronom COD ou est-ce que c'est un pronom COI? Je vous laisse réfléchir. Et c'est un pronom COD, parce que cette phrase-là peut être la réponse à la question « nous voyons qui, nous les voyons ». Ensuite, nous leur parlons. Est-ce qu'il s'agit d'un COD ou d'un COI? Il s'agit d'un COI, parce que cette phrase-là peut répondre à la question « nous parlons à qui ?» C'est donc un complément d'objet indirect. Tu me coiffes, est-ce qu'il s'agit d'un COD? Me, est-ce qu'il s'agit d'un COD ou d'un COI? Il s'agit d'un COD, puisque cette phrase-là peut répondre à la question « tu coiffes qui? Tu me coiffes ?» C'est une drôle de question. Ensuite, cette phrase-là, « je le parle », est-ce que le est un COD ou un COI? C'est un COD, parce que cette phrase-là peut répondre à la question « je parle quoi ?» L'espagnol, « je le parle ». Et je vous ai mis exprès, ça serait très bien à faire dans un devoir, pour que vous ayez à réfléchir. Ici, vous voyez que vous avez pratiquement la même phrase, la seule différence se trouve là. Alors lui, ici, est-ce que c'est un COD ou est-ce que c'est un COI? Vous avez déjà compris que c'était un COI, puisque la phrase est différente de la phrase précédente. Maintenant, pourquoi? Eh bien parce que je lui parle peut répondre à la question « je parle à qui ?» Je lui parle. Donc ici vous avez une phrase qui est pratiquement la même, à une petite différence près, d'accord? Et est-ce que c'est un COD ou un COI? Alors, vous avez compris que c'était forcément un COI, et la justification c'est que je peux utiliser cette phrase comme réponse à la question « je parle à qui? Je lui parle ». COI.
Et maintenant, on va faire plus difficile. Je le lui dis. Alors cette fois-ci, nous avons deux pronoms, l'un à la suite de l'autre. Là. Alors, qui est COD, qui est COI? À vous de le trouver. Bon, j'entoure ça, je dis rien. Voilà. Et donc, effectivement, nous avons un complément d'objet direct suivi d'un complément d'objet indirect. Cette phrase-là peut répondre aux questions « Je dis quoi à qui ?» Je le dis, je dis quoi? À qui? À lui. Donc ici, vous avez les deux, c'est tout à fait possible. Les pronoms réfléchis maintenant. Ils sont utilisés lorsqu'une action faite par le sujet s'applique au sujet lui-même. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez un verbe avec un sujet, et ce sujet, au lieu d'appliquer l'action du verbe à quelque chose ou quelqu'un d'autre, se l'applique à lui-même. Exemple, je me regarde, tu te regardes, il ou elle se regarde, nous nous regardons, etc. etc. Tous les pronoms qui sont mis ici en majuscule indiquent que cette action-là, c'est le sujet qui se l'applique à lui-même. Je regarde qui? Moi-même, je me regarde. Tu regardes qui? Ben, je regarde le sujet, je te regarde. Tu te regardes, pardon. Etc. etc. Donc, lorsque l'action, s'applique au sujet lui-même. Et vous avez une petite illustration ici. Je me regarde, comme cette fille, on peut dire qu'elle se regarde. Ouais, mais alors là, très franchement, elle me fait peur. Je suis même pas sûr que ce soit un gif. Si ça se trouve, c'est juste une vidéo et elle a fait ça pendant 20 minutes. Vu la tête qu'elle fait, elle doit être capable. Bon, passons à la suite. Les formes atones. Alors, comment identifier les pronoms COD et les pronoms COI? Ça, on l'a vu, maintenant vous avez la liste des pronoms COD. Me, te, lo, la, nos, os, los, las. Moi, je vous conseille d'apprendre ces listes-là les unes à la suite des autres avec COD. Pronoms COD, me, te, lo, la, nos, os, los, las. D'accord? Et ça signifie me, te, le, la, elle apostrophe. En espagnol, il n'y a pas d'apostrophe, ça n'existe pas. Nous, vous et les. Ensuite, vous avez les pronoms COI qui répondent aux questions à qui, à quoi. Et vous voyez que vous avez pratiquement la même liste, sauf ce qui est souligné. La troisième personne change. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir différencier les pronoms COD des pronoms COI. D'autant plus que vous utilisez en cours d'espagnol prioritairement la troisième personne. Donc, c'est là que se trouve la différence. La liste des pronoms réfléchis, c'est la suivante. Et celle-là, elle est très facile à retenir. Je vous recommande vraiment de la retenir comme une petite chanson. Me, te, se, nos, os, se. Me, te, se, nos, os, se. Celle-là, je vous recommande de la retenir parce que ce sont les pronoms que vous utiliserez le plus. Vous avez des verbes réfléchis ou des verbes pronominaux, les deux termes existent, et vous en avez énormément. Il faut savoir les conjuguer. Voilà une petite phrase bien intéressante, enfin plusieurs petites phrases bien intéressantes que je vais vous lire immédiatement. Le pronom COI précède toujours le pronom COD. Te lo enseñamos, nous te l'enseignons. Lorsqu'il y a deux pronoms de troisième personne, le COI, les et les devient C. Quand il précède un COD, se lo enseñamos, nous le lui enseignons, enséñaselo, enseigne-le lui. Bon, alors je l'ai lu comme ça aussi vite parce que cet encadré-là, probablement qu'en collège, vous ne l'utiliserez pas. C'est un petit peu compliqué. Je l'ai quand même mis parce que ça me semblait indispensable pour comprendre peut-être certaines phrases en espagnol. Pour ce qui est de l'utiliser, vous, je pense que vous l'utiliserez éventuellement après le collège. Et à ce moment-là, vous pourrez revenir sur cette règle-là pour la comprendre. Je vais vous l'expliquer quand même plus lentement, ça me semble normal. Parfois, vous pouvez avoir à la suite un pronom COD et un pronom COI. Et vous ne pouvez pas les mettre dans n'importe quel ordre. Vous devez toujours mettre le pronom COI d'abord. Ça, c'est d'abord. Et ensuite, vous allez mettre le pronom COD qui vient en deuxième position, quand il y a les deux. Par exemple, quand je dis te lo enseñamos,
T, c'est le pronom COI. Lo, c'est le pronom COD. Nous enseignons à qui? À toi, pronom COI. Nous enseignons quoi? L'espagnol. Lo, pronom COD. D'accord? Alors maintenant, lorsque ces deux pronoms, le COI d'abord, le COD après, sont l'un à la suite de l'autre et à la troisième personne, les COI, les compléments d'objet indirect, subissent une transformation. C'est-à-dire que les et les deviennent C. Donc ici, là, dans le tableau, la forme normale, lorsqu'ils sont utilisés tout seuls, c'est les ou les. Si il y a après le complément d'objet indirect un COD de troisième personne, non, même pas, quand il y a un pronom COD juste après, les devient C ici et les devient C également. Alors vous avez un exemple ici, c'est lo enseñamos, nous le lui enseignons. Nous enseignons à qui? À lui, pronom COI. Nous enseignons quoi? L'espagnol, le pronom COD se trouve après. Mais ici, vous n'avez pas les lo enseñamos. Vous avez c'est lo enseñamos. Et là où les choses peuvent devenir un petit peu compliquées, c'est que à l'infinitif ou à l'impératif, les pronoms réfléchis viennent se coller à la fin du verbe. Donc ça, c'est une petite difficulté qui existe, quelque chose d'un petit peu inhabituel. Donc je vous dis, pour le collège, c'est bien de savoir que ça existe, de pouvoir revenir éventuellement à la vidéo. Quant à l'employé, ça me semble difficile. Si vous y arrivez, là, je peux vous dire que vous allez impressionner le prof d'espagnol qui vous corrigera ou qui vous écoutera à l'oral, franchement. Alors, petit entraînement sur les pronoms sujets. Vous avez cette phrase-là, qui se suffit à elle-même, et je vais vous demander de rajouter à l'oral le pronom sujet qui va devant. Estamos en clase, nous sommes en classe. Quel est le pronom sujet qui va devant? Nosotros. Nosotros estamos en clase. Nous sommes en classe. Attention à la traduction, il s'agit bien d'une insistance. Nous sommes en classe, alors que les autres sont dehors dans la cour de récréation. Bien entendu, vous pouvez le mettre au féminin. Nosotras estamos en clase, s'il ne s'agit que de filles, par exemple. Ensuite, vous avez cette phrase-là, je ne vous donne pas la traduction. No comprendes la regla, tu ne comprends pas la règle. Et il me manque un pronom sujet ici. Lequel? Tu no comprendes la regla, ce qui est une façon d'insister, pas très gentil d'ailleurs. Ça veut dire que les autres ont compris, mais que toi, tu ne comprends pas la règle. Là, on traduit bien par toi, et on n'oublie pas l'accent écrit, le tilde. Ensuite, canta una canción, il ou elle chante une chanson. Quel est le pronom sujet qui se trouve devant? Eh bien, il y en a trois. Ça peut être ella canta una canción, elle chante une chanson, lui, il chante une chanson, ou alors vous chantez une chanson. Et ici, je m'adresse à une personne seule que je vous vois en français. C'est la forme de politesse en espagnol qui se construit avec une troisième personne. Attention à ça. Ensuite, c'est une phrase de propagande. Escuchamos al profe, nous écoutons le prof. Quel est le pronom qui vient ici devant? Nosotros escuchamos al profe. Et il faut bien répéter deux fois. Nous écoutons le prof. Bien sûr, vous pouvez aussi dire yo, tú y ella escuchamos al profe. C'est effectivement une possibilité qui existe. Moi, toi et elle, nous écoutons le prof. Tous les autres font autre chose. Bien. Alors maintenant, petit entraînement sur les pronoms compléments après préposition. Vous allez remplacer ce qui se trouve entre parenthèses par le pronom complément qui correspond. Tu hablas mal de... Toi, tu parles mal de moi. Alors, quel est le pronom complément qui vient ici? Mi. Et vous n'oubliez pas l'accent écrit qui est très important. Ensuite, hablamos todos con... Nous parlons tous avec lui.
Alors, comment traduire lui ici? Elle. Hablamos todos con él. Nous parlons tous avec lui. Et nous n'oublions pas l'accent écrit qui se trouve ici, sinon c'est un article. Habláis todos con moi. Vous parlez tous avec moi. Quel est le pronom complément qui va venir ici? Il y a un petit piège. Enfin, pas un piège. Il y a une particularité. Et oui, vous avez une fusion-transformation de la préposition con, migo, conmigo. Ensuite, nous parlons tous avec toi, hablamos todos con, et on me met ici la traduction qui convient. Là, je pense que vous avez vu apparaître ça dans la phrase qui précède. J'espère que ça aura attiré votre attention. Et le résultat, c'est contigo, avec une fusion-transformation. Ensuite, petit entraînement sur les formes atones COD et COI. Alors, je vous donne d'abord la phrase complète, explico la regla, et vous allez remplacer le mot regla, la regla, par le pronom qui correspond. J'explique la règle, je l'explique. Quel est le pronom qui vient ici? La explico. Est-ce que c'est un COD ou un COI? J'explique quoi? La règle, donc c'est un pronom COD. Ensuite, explico a los alumnos. J'explique aux élèves. Je remplace ce qui est souligné par un seul pronom ici, et ça donnera quoi? J'explique à qui? Aux élèves. Les explico. Ensuite, vemos a una persona. Nous voyons une personne. Nous voyons qui? Ça donnera la vemos. Alors attention, ici vous avez une préposition a dans les deux cas, mais pour bien faire la différence entre un COD et un COI, vous devez bien poser la question. J'explique à qui? Nous voyons qui? Vous voyez qu'il y a une différence en français. Ce n'est pas tout à fait la même, la même fonction grammaticale. Vemos a un personaje, nous voyons un personnage. Comment remplacer ceci qui est souligné par un pronom ici? Nous voyons qui? Lo vemos, nous le voyons. Et ensuite, à la fin, plus compliqué, il va falloir mettre deux pronoms. J'explique la règle aux élèves, explico la regla a los alumnos. Vous remplacez tout ce qui est souligné par deux pronoms ici. Qu'est-ce que ça donne? Alors moi, éventuellement là, je vous conseille de faire pause et de revenir éventuellement en arrière pour regarder la chose. Et ça nous donne, c'est la explico. J'explique quoi? La règle, c'est envers ici, envers là. Je l'explique à qui? Aux élèves. Je mets le pronom ici, c'est. Par contre, comme ce pronom est suivi d'un autre pronom, je ne peux pas mettre la forme les, je suis obligé de mettre la forme c'est. Alors, pour les pronoms réfléchis, je vous mets la liste ici, mettez nos os se, et je vous demande de me conjuguer le verbe llamarse au présent. Vous pouvez remarquer qu'à l'infinitif, le pronom réfléchi est de troisième personne, il vient se coller à la fin. Attention, quand vous cherchez dans le dictionnaire ou quand vous conjuguez, à ne pas vous tromper. Ça donnera me llamo. Vous me donnez, alors ça veut dire je m'appelle, tu t'appelles, te llamas, il ou elle s'appelle, se llama, nous nous appelons, nos llamamos, vous vous appelez, os llamáis, il ou elle s'appelle, se llaman. On va faire la même chose avec un verbe plus long, j'ai fait exprès, c'est le verbe esconderse. Le pronom réfléchi est collé à la fin ici. Vous le placez devant, vous l'adaptez à la bonne personne et vous conjuguez le verbe qui est un verbe en ER. Donc ça veut dire se cacher. Comment dites-vous je me cache? Me escondo. Comment dites-vous tu te caches? Te escondes.
comment dites-vous il ou elle se cache? Se esconde. Nous nous cachons. Nos escondemos. Comment dites-vous vous vous cachez? Os escondéis. Et comment dites-vous il ou elle se cache? Se esconden. Donc voilà un petit peu pour la conjugaison des verbes pronominaux et l'utilisation des pronoms réfléchis. Vous pourrez constater qu'à chaque fois, ce sont des actions que le sujet s'applique à lui-même. Voilà maintenant des exercices à faire sur le site espagnolfacile.com. Alors vous avez en général au début une leçon suivie d'un exercice que vous pouvez remplir donc sur internet avec une correction et une note qui apparaît tout de suite après, histoire d'indiquer ce que vous avez réussi ou pas. Ce sont des exercices que vous pouvez faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez un taux de réussite satisfaisant, ce qui voudra dire que vous avez bien compris. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo que j'ai dû recommencer 6 fois de suite. Et c'est absolument incroyable que j'ai réussi à voir ce mot-là. Enfin, j'espère que ça marchera parce qu'il faut encore que je fasse stop et que la vidéo s'enregistre. Allez, à la prochaine fois.